entre ciel et enfer. Ah là là. Déjà, avant de commencer cette petite cette review, cette analyse, comme vous l'appelez et tout là, j'aimerais d'abord remercier mon ami Charles Connet, la personne qui apparaît sur cette photo, sur votre écran là. Parce que dans la vie, quand tu as des personnes qui t'élèvent dans tout ce que tu fais, c'est toujours bien. Et si dans une conversation, justement, parce que j'étais en train de parler à Spike Lee, en train de faire un nouveau film là, et je suis un peu impatient. Il m'a dit ah ouais, c'est le remake d'un film de Kurosawa là, je te conseille de le regarder. Et en le regardant, j'ai été bluffé et tout, et donc je le remercie encore de m'avoir fait connaître ce film là, parce que c'est grâce à lui que je connais ce film là. Je dois vous avouer, les films de Kurosawa, j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 je pense. J'ai pas fini sa filmographie, elle est très longue, c'est très truc. Entre les Yojimbo, Sanjuro, je pense aussi j'ai vu Ran, Rashomon, La forteresse secrète, et quoi encore là. Et maintenant entre ciel et enfer, Highs and Lows aussi, qui est mon dernier, dont je vais en parler aujourd'hui. Kurosawa, dans des films que j'ai vus de lui, hein, pour l'instant, la légende n'est pas usurpée, hein. La légende n'est vraiment pas usurpée. Ce gars-là, c'est vraiment un maître. Je vois l'impact qu'il a eu sur le cinéma, même pas seulement japonais, mais cinéma mondial, parce que tout le monde, c'est plus ou moins, en tout cas, j'oubliais même Drunken Angel et Stray Dogs. J'oubliais ces films-là. J'avais vu ces films-là aussi. Drunken Angel et Stray Dog aussi, qui sont des super. Stray Dog, un peu pour faire une parenthèse, Stray Dog est le premier. Stray Dog, c'est le premier buddy cop movie, si je me trompe pas. C'est le premier buddy cop movie même de l'histoire du cinéma, si je me trompe pas. À l'époque, quand j'avais lu ça, je me trompe pas. À l'époque, je pense que j'avais lu ça. Drunken Angel, quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma. Si le cinéma de Sergio Leone, des Western Spaghetti, c'est lui. Quand on peut regarder aussi le cinéma de John Sturge. John Sturge s'inspire beaucoup de Kurosawa. Je vous ai fait un sujet sur John Sturge avec ce sujet-là, Bad Day à Black Rock. J'avais fait un sujet aussi il y a quelques temps. C'est quelqu'un qui est littéralement impactant. J'ai même envie encore d'ajouter un autre gars même, comment ça s'appelle, Antoine Fuqua. En regardant les films de Kurosawa, je me suis rendu compte à quel point Antoine Fuqua il est marquant. Il le dit même dans des, comment dire un peu là. Il dit dans des interviews, plein d'interviews. Quand je regarde Training Day, c'est comme un film de Kurosawa. Dans les thèmes, dans le truc, ça fait même film de samouraï même d'ailleurs. Ça fait beaucoup film de samouraï. Equalizer 3 est très influencé par les 7 samouraïs. La trame de Equalizer 3, le fait qu'il vienne dans le personnage de Denzel vient dans une ville italienne qui est entreprise par un peu une mafia particulière qui prend un peu sur le peuple. C'est comme un peu dans les 7 samouraïs. Il avait même fait le remake des 7 samouraïs avec les 7 mercenaires. Donc, énormément de réalisateurs sont marqués par cet individu comme Kurosawa. Donc si je pourrais un peu résumer un peu les thèmes de ces films, ce que je revois en tout cas, il y a souvent des thèmes qui sont beaucoup sur la justice et l'injustice, comme on peut voir un peu avec quelque chose un peu sur Rashomon, sur la vérité subjective et la justice qui est insaisissable un peu, le dilemme même, on peut le voir aussi, quelque chose un peu entre l'honneur et le sacrifice, qu'on peut voir un peu dans les 7 samouraïs et Sanjuro. Les 7 samouraïs, ils sont des samouraïs sans maître, mais ils sont fidèles à une cause juste. Le personnage de Sanjuro que j'adore et tout, est un héros cynique mais profondément moral. Je crois que je connecte même avec un peu ce genre de personnage là et tout. Et c'est un peu globalement et tout. Globalement, ce qu'on voit dans le truc, la justice et l'injustice aussi, c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans le film dont on parlait. Ciel et l'enfer, qui est un dilemme entre la justice personnelle et la justice sociale.
C'est très 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 approfondi comme ça, et surtout son acteur favori. Je pense que euh, Kurosawa ne serait pas Kurosawa sans Toshiro Mifune. Toshiro Mifune est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Tout confondu. Hein. Ah ouais, il sait tout jouer. Bon, on peut le réduire seulement à ses rôles iconiques. Le samouraï dans Yojimbo, les 7 samouraïs, Rashomon, Lo. Mais Toshiro Mifune, il est beaucoup plus que ça. Même quand tu regardes Drunken Angel, même quand tu regardes surtout ce rôle très très fin de Ainz Lo, même quand tu regardes aussi un autre film qui est pas forcément chez Kurosawa, que je vous conseille un peu. C'est un film de John Boorman qui s'appelait avec Lee Marvin. J'oublie souvent le titre, un peu, je vais un peu rechercher le titre. Hélène est Pacifique. Ouais, Hélène est Pacifique aussi, qui est un très beau film un peu là. C'est une sorte de deux personnes qui sont les trucs. Je vous conseille de le regarder aussi. Même là-bas, il est incroyable. Toshiro Mifune, c'est un monstre de l'histoire du cinéma aussi. Du cinéma mondial. Et dans High and Low est vraiment un film qui invoque toujours le dilemme entre la justice personnelle et la justice sociale. C'est-à-dire, il y a toujours un rapport sur ce commentaire un peu sur les rapports de classe. C'est d'où le titre High and Low, parce que quand on reconnaît un peu le plot c'est quoi? C'est un monsieur qui s'appelle Gondo, joué par Toshiro Mifune, qui est un industriel très riche qui fait des ventes de chaussures. Et tout, avant de construire un deal où il avait pris même le risque d'hypothéquer sa maison, il a la malchance que un de ses fils a été enlevé. Mais on se rend compte qu'il n'a pas été enlevé. Mais après la réflexion, on se rend compte que le fils, c'est pas son fils qui a été enlevé, mais c'est le chauffeur de son fils qui a été enlevé à sa place. Il en vient maintenant à un dilemme, puisque il a une demande de rançon qui est faite un peu par un personnage aussi qu'on va découvrir après. Il a une demande de rançon qui est faite par ce personnage-là, qui lui demande de donner un peu 30 millions de yens. Et il y a ce dilemme entre lui qui a hypothéqué sa maison et tout pour pouvoir faire le business, c'est-à-dire la justice et autres, de donner l'argent qui va sauver la vie de son enfant, ou ne pas le faire mais gagner le business qui va faire les droits. Il y a cette justice, ce truc entre la justice morale et le fait que tu vas perdre. C'est très très génial, très très magnifiquement fait. Ça pose énormément de questions de société qui même encore peut résonner encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand on voit comment le film se déroule et quand on voit les thèmes qui sont développés par rapport à ça, c'est magnifiquement. Mais au début, on peut croire même un peu, parce que comme ça se déroule beaucoup plus dans la première partie, ça enlève le film en deux parties. La première partie se focalise beaucoup plus sur Gondo et la recherche vraiment de cet individu qui a volé cet enfant et tout, cette enquête-là, parce que c'est un film policier, c'est des codes de film policier et tout. Ça, je pense parfois même à une pièce de théâtre. Dans la manière dont c'est structuré, c'est un peu structuré comme une pièce de théâtre, centré, truc. Et le deuxième acte qui est beaucoup plus immersif un peu, et qui là on plonge un peu justement dans les bas-fonds, puisque on se rend compte que le gars qui a commis cet enlèvement vit dans des bas-fonds, et lui aussi il a une problématique, parce qu'il y a la problématique sociale aussi du fait que de quelqu'un qui vit dans certaines formes de désœuvrement, certaines formes de prolétariat. Donc il y a ce rapport, on dit que c'est pas manichéen, il n'y a pas de méchants et autres, tout, mais il y a un rapport de classe sociale où tu peux comprendre aussi la douleur de celui qui a enlevé cet enfant-là et qui l'a fait par haine par rapport à la richesse qui était exposée là. Parce que quand vous voyez la maison du Gondo là, elle est exposée devant le bidonville, c'est-à-dire tu es dans le bidonville, mais tu vois cette belle maison là, ce qui peut provoquer une haine qui n'est pas forcément légitime, mais que tu peux dire compréhensible par rapport à quelqu'un qui vit un peu dans la galère et la misère un peu par rapport à ça. Donc il y a beaucoup ce propos-là. Et c'est en ça que ce film-là est absolument fabuleux. Je vous le recommande parfaitement. Et je me demande comment Spike Lee va le faire dans son remake. Là, parce que je vois déjà les thèmes qu'il va aborder, par les thèmes de quartier et tout. Je vois le rôle que Denzel Washington va jouer. Je pense que le rôle que Denzel va jouer, c'est le rôle de Gondo, là. Un rôle qui ressemble à celui de Gondo. Et le rôle de A$AP Rocky sera le rôle du gamin.
dans ça. Je pense que A$AP Rocky, s'il pull out ça, il peut avoir un truc qui change sa carrière. J'ai souvent peur quand Spike Lee fait des remakes, parce que quand Spike Lee fait des remakes, ça tape à côté. Hein. Il a fait un remake de Old Boy là. C'était un peu, ça a fait un peu taper à côté, en tout cas de ma perspective. Mais j'ai envie, je me dis qu'il peut réussir avec Eyes to the West. En tout cas, dans la manière dont il a structuré ça, je me dis qu'il peut réussir avec Eyes to the West, le remake et autres tout. Parce que ce qui est important dans un remake, c'est pas de refaire la même chose, mais c'est de comprendre de quoi parle le film et de quoi parle le thème du film. Dans Old Boy, il avait essayé de le refaire, mais je pense pas qu'il avait, il avait compris le thème, mais il a mal exécuté la façon de le faire. Je pense. Parce que tu peux, faire des remakes, c'est pas mauvais. Je pense à, bon, on va passer Yojimbo, Fistful of Dollars, qui est un remake de Fistful of Dollars, où ces jeux-là, on a pris l'essence du film de Kurosawa. Je peux prendre aussi, Infernal Affair. Infernal Affair, le The Departed de Scorsese est un remake du film chinois Infernal Affair. Les deux films sont bons. Parfois même, je me dirais même le remake est même encore meilleur que l'original. Tout parce qu'il a poussé le délire, il a su prendre l'essence de ces films-là et tout. Et je pense qu'avec Eyes to the West, Spike Lee peut le faire. Je pense que ça peut être le meilleur film de Spike Lee depuis très longtemps. Je n'ai pas vu encore Black Klansman depuis. Je pense que ça peut être son meilleur film. Et voilà quoi, j'ai vraiment envie que Spike Lee réussisse ce remake là, parce que ce film là c'est un fondamental. J'ai pas trop envie de vous spoiler, parce que spoiler va vous permettre, va vous ruiner un peu la qualité un peu de ce chef-d'œuvre. Voilà, je le dis pas parce que c'est Kurosawa, je le dis parce que ce film m'a ému. La fin est juste incroyable. Fin incroyable, c'est l'un des rares films qui m'a donné les tripes à la fin là. Cette fin là, elle est juste incroyable. Touché au final. C'est un incroyable acteur et voilà, c'est un film que je vous conseille fortement. Highs and Low. Voilà, on écrit des bouquins sur le mec là, c'est pas le truc là, mais même si bon, faut aussi donner du crédit aussi à ceux qui l'ont écrit, hein, parce qu'il n'était pas seul. Il y a Hideo Oguni qui est un peu celui qui a écrit la plupart des chefs-d'œuvre, qui a fait le screenplay des chefs-d'œuvre de Kurosawa. Ils étaient pas seuls, ils étaient 3 ou 4 un peu dans le screenplay, mais souvent Hideo Oguni, c'est un peu le gars qui a beaucoup écrit dans les films de Kurosawa. Faut aussi en parler parce que souvent aussi c'est ce truc. Donc voilà, c'était un peu ma vision un peu sur ce film là. Highs and Low est un chef-d'œuvre, on attend le remake aussi avec impatience. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.